Catastrophe. Des images brutales, lumineuses, éclatent sur un fond grisâtre, barré de multiples raies. Réseau géométrique qui me pousse et me contraint à une constante accélération. Je pressens des forces cachées, redoutables, au fond de marais gluants devinés beaucoup plus bas, et d'autres, purs et neutres, comme des vecteurs orientés. Les lignes indifférentes filent dans toutes les directions, s'évanouissent, surgissent à nouveau. J'en enfourche une au passage et glisse avec elle. Brusquement, ce rail disparaît et je tombe en hurlant vers un lac noir d'où émerge une tête graisseuse et pustuleuse. Le ciel blanchit. Le cauchemar qui succède au rêve d'initiation pèse et s'incruste, refuse de rallier sa tanière nocturne, malaise indéfinissable. Déborah, si proche, s'éloigne, se fond au loin par-delà le piège profond et sournois de la mer, et moi je me résous, faute de mieux, à exécuter point par point le plan élaboré, car je redoute le découragement, bientôt destructeur, si je ne m'accroche, stupide et têtu, à la ligne volontariste que j'ai tracée sur la carte. La chaussée se détériore, la route se rétrécit. La linéarité approximative des bas-côtés se dégrade en ondulations incertaines, au gré des bosses et des trous. Ce n'est bientôt plus qu'un sentier chaotique, clouté de dalles rocheuses à demi enfouies, qui m'obligent à évoluer en première avec une extrême attention pour ne pas arracher le pont arrière. Accroché à l'escarpement des montagnes, loin des crêtes, loin de l'eau, mince ruban horizontal, la piste domine des criques encaissées entre des promontoires qu'éclairent par intermittence de petites plages triangulaires. La finesse de la lumière matinale n'efface pas l'inquiétude vague qui s'est infiltrée sous ma peau. Effet de l'alcool ou de l'absurdité du rôle joué hier, je ne parviens pas à prendre ma place dans ces lieux qui ne sont plus paysages organisés par une vision attentive au pittoresque. Les gouttelettes répandues en myriades sur la mer au bas des falaises m'éblouissent comme de coutume, mais sous le flamboiement se creusent des abîmes obscurs, dans lesquels se meuvent les monstres entrevus pendant la nuit. Le sentier devenu presque inutilisable, de moins en moins humanisé, pénétré par les résurgences du roc primordial, va se perdre inévitablement sur les pentes vides. Avancer sur cette piste défoncée ne se justifie pas, me fait perdre un temps précieux. Je stoppe. J'examine à pied les renfoncements de la falaise, espérant y découvrir une cassure assez profonde pour faire demi-tour. Inutile. Le sentier, s'il mérite encore ce nom, coincé à flanc de montagne et trop étroit, m'interdit de revenir en arrière. Le long des promontoires à pic dégoulinent de grandes traînées jaunes vifs d'où toute végétation a disparu. Le soleil ne franchit pas encore les crêtes, et une masse de grisaille pierreuse s'appesantit, menaçante. Dans le silence total se dessine soudain la dérisoire petitesse de cette bestiole d'un noir sale qui rampe avec une ténacité comique dans un univers écrasant, cancrelat perdu, myope, capable seulement d'agiter maladroitement des pattes qui le plaquent au sol. Des éclairs invisibles jaillissent du ciel nu d'un bleu déjà cru. Zone de turbulence statique, tant elle procède à un rythme inaccessible, perforation du corps audible pourtant quand il frémit sans cause apparente, semblable à celui d'un cheval aux approches de l'orage. Rétrécie, diminuée aux proportions de l'infiniment petit, la bestiole s'est égarée au milieu de ces remous qui mettent en jeu des énergies plus intenses qu'aucune fable n'imagina. Elle s'est introduite naïvement dans une région interdite,
pour y chercher refuge en suivant une piste qui peut-être n'existe pas, ne s'est ouverte que pour elle, tombée par hasard sur un défaut de l'enceinte qui prohibe l'accès au lieu d'une violence épisodique, génératrice de liaisons neuves où l'homme se disloque. Le plus déconcertant en est l'absence de mouvement perceptible. Seul un système caché à l'existence ignorée absorbe plutôt qu'il n'enregistre ces pulsions colossales, cet incessant déluge de feu parcourant l'air médiateur, tandis que les connexions dont les neurones ont coutume d'user ne voient, n'entendent qu'un silence coagulé, à travers lequel se meut un être indéfini. Je chancelle sous un soudain vertige, rétablis mal mon équilibre, et le bruit éclate, m'immobilisant sur place. Arrachement brutal qui s'amplifie très vite en un grondement qui occupe tout l'espace. Une ligne de roc s'effondre. Nuque renversée, je regarde sans surprise une barre dévaler sur moi. La terre tremble. L'instinct de jadis me jette à plat en me serrant contre la muraille granitique. Un roulement profond, continu, mêlé de chocs brutaux, emplit l'air, vibre dans mes oreilles. Et, collé à la terre, tendu sous l'éboulement, j'attends l'impact qui me pulvérisera. La montagne se désagrège et s'écroule. Le sol martèle mes côtes. Le fracas de fin du monde, réduisant à néant toute autre réalité, m'enveloppe d'un nuage opaque, grisâtre et piquant. La terre et l'air échangent et répercutent leurs convulsions. Secoué, ballotté, roué par cette formidable puissance tellurique, doigts crispés, je m'apprête à être broyé. Au sein du vacarme ininterrompu sonnent les chocs clairs des pierres projetées alentour. La continuité du fracas se fend, s'effrange, et s'y adjoint le son mat de l'eau déchirée. Le roulement se fait moins confus. Je décolle mes paupières, mais la poussière, occultant les formes, m'empêche de rien distinguer. Aux bruits isolés des rocs rebondissants succède le raclement de la pierraille emportée sur les pentes. Des petites pierres giclent encore. Moite, je me redresse. La poussière dense s'étire, me laisse entrevoir les lignes floues de la montagne et du chemin. Je titube, aspiré par le vide. Il n'y a plus de chemin, plus de triomphe. Hébété, ahuri, je ne comprends pas. Il n'est pas possible que, d'un coup, une catastrophe irrémédiable ait tout emporté. Je refuse d'admettre que ce que je possédais, sur quoi je comptais, est ainsi disparu définitivement. Je cours lourdement jusqu'à l'endroit où, de la piste effondrée, ne subsiste qu'une minuscule bande de terre, et contemple la mer. Au bas de la dénivellation pierreuse et ravinée, l'eau s'est refermée. Pétrifié, je fixe la pente comme si cette fixité allait faire surgir la TR6. Argent, revolver sont enfermés dans la boîte à gants. Et je n'ai sur moi que mon passeport et quelques billets. Le bourdonnement dans les oreilles s'estompe. Le silence énorme reprend sa place. Nulle trace de vie, nulle part, n'est apparente. Un avenir aux menaces démesurées, inépuisables, qui me renverront d'échec en échec, désarmé, sans recours, sans secours, ouvre sa gueule, et pour m'en écarter, je me penche sur cette eau qui m'offre l'oubli, eau fascinante vers laquelle s'incline ma tête, mon buste. Simultanément, j'entends une voix rauque qui doit être la mienne, qui est la mienne, articuler haut et fort le nom de Déborah. Nulle image ne se superpose à ce cri que je n'ai pas voulu. La seule puissance du mot interrompt la chute lente, cambre les reins, redresse l'épine dorsale. Je répète, incertain, redoutant que le pouvoir du nom ne se défasse. Il tient bon, balise ou me cramponner.
L'incantation des syllabes réitérées me réintègre. Naufragé, secoué par les lames, je me hisse vers la côte, sans penser, en prenant appui sur les rocs stables qui ne cèdent pas. Lentement, très lentement, évoquée par la répétition, l'image confuse de Déborah se condense, vague, impossible à préciser, mais dont je sais qu'elle me forcera par sa présence à continuer la lutte jusqu'au bout, sans calcul, sans joie, à continuer pourtant. Je me relève une fois encore. Je ne sais quelle fatalité m'a brisé, rejeté sur cet étrange rivage, et par-delà le vide morne de mon cerveau, naît la satisfaction amère et grinçante de poursuivre un combat perdu. Appliqué à ne plus revoir le passé, à entrer tout entier dans ce monde sans lumière qui s'étend devant moi, d'un pas somnambulique, je m'éloigne. L'épaule gauche lancine. Incapable de supporter ces lieux où ma trajectoire s'est brusquement interrompue, j'avance pesamment, sans détourner la tête, à pied. L'éclat du ciel vrille dans mes yeux. J'ai pu songer à précipiter la triomphe d'une falaise, mais pour embarquer sur un bateau qui la relairait, non pour ramper ainsi, seul, collé à la terre, entre la montagne et la mer. Par-delà le promontoire, le sentier se poursuit en ligne droite, puis tourne légèrement à mesure que la crique se rétrécit en s'enfonçant dans les terres. À l'intérieur de ma tête cognent des coups sourds. Machinalement, ma main lisse les cheveux. Ils sont humides et poisseux sur l'occiput. Ma main aussi est poisseuse, et la peau m'en est rouge. Une pierre tranchante a sans doute entamé le cuir chevelu. Un peu d'alcool et de sparadrap suffiront. Je n'ai plus d'alcool. Je n'ai plus rien, et me reproche de l'avoir oublié. Peu importe, l'eau de mer est un excellent désinfectant. Le sentier s'incurve. Je vois distinctement le fond de la crique, tout proche et désert. Pas une cahute, pas une barque, rien qu'une petite plage en demi-lune vers laquelle descend le chemin. Je chancelle. Mes yeux se brouillent. Trop fatigué pour être découragé par le vide là où j'espérais un hameau. Les tempes vibrent. Effondré soudain. Agrippé à la seule volonté de plonger la tête dans l'eau et mourir près de la mer. Le front brûle, le sang mouille la nuque. Plage atteinte, bout de la route. Forme confuse, taches lumineuses. Miroitement Dieu sans nombre. La mer où s'achèvent toutes les aventures. Douleur fulgurante dans l'épaule. Le sable roule. La mer n'a pas été atteinte. Le visage ratatiné de la vieille femme édentée qui se penche au-dessus de moi est éclairé par deux yeux si bienveillants que je leur souris. Le ton de voix est maternel, et les quelques mots qu'elle prononce n'ont pas besoin de traduction. Elle m'enjoint de me reposer. Elle a disparu. Je suis couché sur un lit de fer, dans une petite pièce presque obscure. Prudemment, je reprends possession de mon corps. Mes membres remuent naturellement, mais je sens un bandage autour de ma tête. Les souvenirs remontent peu à peu, histoire qu'on me raconterait. La grand-mère m'apporte un bol de bouillon qu'elle me fait boire en soutenant ma nuque de sa main. Je veux la remercier. Elle hoche la tête, pose un doigt sur ses lèvres et reprend sa veille à la tête du lit. Je suis très cotonneux. Mon corps s'est étalé, délié.
Il pose sur mes épaules des mains longues et vigoureuses, et ce contact direct confirme l'impression de puissance ressentie au premier abord. Avec dextérité, il ausculte mon pouls, puis défait le bandage qui entoure ma tête. Peut-être est-ce un médecin? La grand-mère a poussé les volets, lumière brutale qui me force à fermer les yeux. Les doigts subtils écartent les cheveux, glissent au long du crâne. Il parle avec un accent anglais si aristocratique qu'il en paraît affecté. « Vous avez eu de la chance, mon cher. Ce ne sera rien du tout. »« Vous êtes anglais ?» Je soulève mes paupières et cette fois distingue son visage, allongé, rieur, régulier. Quand il est entré, ma première pensée fut que la police m'avait retrouvé. Les voix à l'extérieur venaient de me réveiller et je m'étais assis pour descendre du lit. Un bref mais violent vertige m'avait contraint à me cramponner au barreau de fer. La porte ouverte, le jour m'a ébloui et les traits de l'homme m'ont échappé. Sa silhouette, longue et souple, semblait ne pas remuer d'air, et cependant, un certain frémissement dans la démarche suggérait une aptitude de chaque instant à bondir. Peu importe ce que je suis, vous devez vous sentir assez vide. En fait, j'ai faim. Il dit quelques mots à la grand-mère qui me regarde en remuant le menton d'un air rassurant et s'éclipse. Là, des attentes imprécises, indifférent presque, j'interroge « Vous avez l'intention d'enquêter sur mon compte ?» Il rit, d'un rire silencieux qui découvre ses dents, et reprend, avec cet accent de Cambridge qui donne à la scène le ton d'une comédie, « Rassurez-vous, je n'ai aucun rapport avec la police. » Il ouvre un sobre porte-cigarette en cuir, me le présente, allume nos 2 cigarettes à un briquet de laque noir et s'assied, jambes croisées, au pied du lit. Un univers se déplace avec lui. Il a suffi qu'il paraisse pour que cette masure minable prenne des allures de palais palermitain. Son aisance à entamer la conversation abolit toute gêne, crée un climat de communication facile, sans promiscuité, dans lequel je me détends. Piège inédit, il se peut, mais qu'importe. Vous m'excuserez de me montrer indiscret, mais pour vous aider, il me faudrait apprendre avec plus de précision comment vous êtes arrivé ici. Je sais seulement que ces braves gens vous ont trouvé hier, évanoui dans une crique, et vous ont transporté dans cette pièce. Il ne me reste plus rien à perdre, alors pourquoi me défier de la confiance qu'il m'inspire? Je suis poursuivi par la police, et peut-être par un certain nombre d'autres gens. Il ne manifeste aucune surprise, et sur le même ton à demi intéressé que s'il s'enquérait d'une anecdote mondaine, « Tiens, comment cela ?» Raconter, parler d'une histoire brumeuse, inventée ou étrangère, qui sait, à débiter avec la neutralité d'un spectateur à laquelle il ne croira pas. Calchis, l'Euripe, la lettre. Je me reproche aussitôt d'avoir mentionné cette lettre qui m'avait été confiée. Son visage s'est fait impassible, et, à ma surprise, il écoute attentivement. Est-il vrai que 2 hommes ont fouillé dans le coffre de la Triomphe? Il m'interrompt. Avez-vous conservé cette lettre? Où? Quand? Il faut remonter le temps difficilement. Lieu qui dérape, succession qui s'inverse, la cahute de Boulos. En partant, je l'ai glissé dans mon passeport, peut-être. Mon pantalon est plié sur une chaise. Passeport et lettres surgissent dans des mains de prestidigitateurs. Vous ne l'avez pas ouverte? Un léger étonnement perce dans sa voix. Ma foi, non. Admirable correction britannique, murmure-t-il avec une nuance d'ironie. Vous permettez? Un couteau à cran d'arrêt au manche d'ivoire a jailli dans sa main. Il décolle l'enveloppe et lit rapidement, sourcils froncés, passe son doigt sur le papier, l'examine à contre-jour, le replace dans l'enveloppe et me le rend. Non-sens. Je suis désolé, il se trouve que je connais assez bien certaines affaires qui ont parfois leur point de départ à Calchis.
Il aurait pu se faire que je sois capable de vous éclairer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il a l'air beaucoup plus déçu que moi, qui suis surtout gêné d'avoir permis qu'on décachetât cette enveloppe. Ne vous inquiétez pas, je la recollerai moi-même. D'ailleurs, vous pourriez l'avoir endommagée au cours de vos pérégrinations. Méfiez-vous pourtant quand vous la remettrez à la destinataire. Elle est peut-être surveillée. Il ne semble pas avoir compris mon emprisonnement sans issue en Grèce. Je rétorque assez sèchement, il me faudrait d'abord gagner Genève. Il sourit avec gentillesse. Par avion, le voyage sera bref. Je croyais vous avoir dit que j'étais poursuivi par la police grecque. Alors, de l'air le plus naturel du monde, comme s'il énonçait une évidence, mais je vais vous emmener avec moi en Italie. Crainte aiguë de mal comprendre. Tout se résout trop bien, trop soudainement, au moment précis où j'ai touché le fond. J'interroge d'une voix aussi atone que possible, mais que j'entends bredouiller, car vous avez les moyens de quitter ce pays? Il m'adresse un sourire charmeur, et en accompagnant ses paroles d'un ploiement apaisant de ses longs doigts bagués, évidemment. Il suffit que vous ayez perdu votre véhicule, j'ai gardé le mien. Je m'en vais ce soir par mer. Je ne pense pas que votre blessure vous condamne à l'immobilité. Demain matin, vous serez en Italie. Ainsi, tout se dénoue, sans effort. Ce qui m'avait paru insurmontable semble très ordinaire à cet homme jeune, désinvolte, qui me regarde de ses yeux vifs. Je ne ressens pas de joie, plutôt une certaine amertume, comme si ces jours dont je perds le compte n'avaient été qu'un complet gâchis que j'aurais pu m'épargner. Je n'ai rien conquis, la chance a tourné, et le salut me vient d'ailleurs, à la suite du plus grand échec, aussi absurdement que cette lettre m'a été remise entre les mains. Un passage à vide. Vous n'avez pas l'air très satisfait, mon cher. Sa voix me paraît lointaine, et la mienne chargée de lassitude. Je ne sais, la solution arrive si brusquement, au moment où je me croyais perdu. Il s'assied sur le lit. Vous rappelez-vous les voyages d'Ulysse? C'est quand il eut tout perdu qu'il émergea chez les Phéaciens. Et si leur roi le fit transporter à Ithaque, il n'y était pas pour grand-chose. Racontez-moi donc vos pérégrinations. Elles m'intriguent. Et c'est ainsi qu'Ulysse procéda lors du festin chez Alkinoos. Pourquoi pas? Il m'écoute en fumant, et de temps à autre rit de ma naïveté sans doute. Quand je lui rapporte l'opinion des communistes à mon égard, il hausse les épaules. Il est des cas où ces gens ne comprennent rien. Ils confondent trop volontiers l'oppression et la gestion économique. En ce qui vous concerne, les choses sont beaucoup plus simples. Vous êtes un imaginatif qui s'acharne à se compliquer la vie. Nous en revenons toujours au vieux « connais-toi toi-même » de l'oracle delphique, ou, si vous préférez, sache quel est le Dieu en toi auquel tu dois particulièrement sacrifier, ce qui n'empêche nullement de sacrifier aux autres. La grand-mère revient en portant un plat qui fleure bon le basilic. Il se lève. Je sais bien que le péché originel a tout faussé, mais pour le moment, bon appétit. Je viendrai vous chercher dans 4 heures. Et il sort avec sa nonchalance naturelle. Telle est la fin de mes cheminements.